Donc aujourd'hui, je suis passé pour vous présenter le projet Paprika, mais on ne va pas seulement parler du paprika. Donc aujourd'hui, ce que je voulais surtout partager avec vous, c'est comment les SIG, les services géomatiques ou les géomaticiens, peuvent devenir en fait moteur d'un sujet d'intérêt public, qui nous sort un peu de notre habitude. Donc là, aujourd'hui, le paprika, la définition, on va y arriver, mais c'est plutôt, je vais commencer d'abord par vous parler du sujet cave-cavité, comment on est arrivé là jusqu'à monter le programme d'action. Donc voici le sommaire de ma présentation. Je vais revenir sur l'historique du projet, parler un peu du contexte général sur Chartres, quelques exemples de caves, parce qu'on a eu des caves, des maisons qui commencent à partir. Je vais un peu rappeler les objectifs de notre projet au sein de la collectivité, et puis après venir sur le programme d'action Paprika. Les définitions, quels sont les acteurs aussi du projet Paprika autour de Chartres, les partenariats possibles avec les services de l'État, et puis les veilles aussi qu'on mène au sein de la collectivité. Après, il y a les questions de formation, parce qu'on a acquis des outils, et puis il fallait se former, et des fiches procédures. Après, si vous avez des questions, parce que c'est tellement long, on a mis en place pas mal d'outils avant d'arriver à faire face à ce projet-là. Donc du coup, là, on va quand même aborder quelques terminologies. Donc là, on va parler des carrières, de caves, de karst, de paprika. Donc c'est des petits mots en fait que vous allez entendre dans mes présentations. Donc ça, sans doute, ça vous parle un peu, les risques. Sur Chartres, on a des cavités qui sont liées à des activités anthropiques. Ça a été développé de toutes pièces par la main de l'homme, et des cavités naturelles qu'on peut aussi rencontrer sur Chartres. Alors, avant d'arriver là, je vais quand même planter un peu le décor. On va parler du cadre juridique. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et puis mener un projet sans pour autant planter le décor juridiquement. Donc là, le Code civil a quand même apporté quelques précisions sur la gestion des caves et la responsabilité. Donc là, la définition qu'il faut retenir, il faut préciser que le propriétaire du fond, de la parcelle, est responsable également du tréfonds, donc tout ce qui est en dessous. Donc si vous avez des caves-cavités chez vous et que ça se casse la gueule, c'est pour vous. Excusez-moi du terme, mais c'est précisé en tout cas. Il y a aussi le code de l'environnement qui précise quelques sanctions. 30 000 €, je crois que quand même, ce n'est pas donné à tout le monde. S'il vous arrive, vous avez des caves chez vous et que vous ne le signalez pas et qu'il vous arrive des dégâts, même au niveau du domaine public, c'est pour votre pomme aussi. Alors, le cadre réglementaire. Donc, le plan local de l'urbanisme, ce qui est dit dans le code de l'urbanisme, si on a des cavités au sein de la collectivité, il faut l'intégrer dans les documents d'urbanisme. Il faut le signaler. Alors, il y a également d'autres documents qu'il faut également signaler la présence des caves, le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, quelques directives territoriales de l'aménagement où il faut également préciser, dans les projets d'intérêt général, donc dans tous ces documents de planification, si vous avez les connaissances des cavités, il faut absolument les intégrer. Alors, les outils. Donc là, j'ai vu que je suis au sein d'une collectivité, donc je vais profiter quand même pour présenter le service SIG. Donc là, moi, je suis responsable du service SIG mutualisé, ville de Chartres, Chartres Métropole.
Donc on est 5 agents, 3 géomaticiens. Donc 3 géomaticiens, un topographe, un responsable cave-cavité d'ailleurs, que j'ai recruté il n'y a pas longtemps, justement suite à la mise en place de ce projet-là. Donc ce qui montre qu'on travaille pour le maire de Chartres. Donc ce projet-là est plutôt centré sur la ville. Alors je reviens sur quelques contextes généraux sur Chartres. Donc déjà, vous voyez, hein, ça c'est dans le domaine public, un gros trou qu'on ne voit pas parce que c'est dans le sous-sol. Alors, l'historique du projet. En 2017, donc lancement d'un recensement des caves sur Chartres. Donc il y a eu 3 directions qui se sont mobilisées. Il y a la direction de l'archéologie, parce qu'ils ont l'habitude de côtoyer le sous-sol. La direction de l'urbanisme, parce qu'il y a toute une problématique au niveau des salubrités, hein, tout ce qui est bâtiment public, même dans les bâtiments individuels sur Chartres, et le service SIG. Donc le premier travail qui a été réalisé, c'est d'aller collecter les données. Notre première collecte, c'est d'aller fouiller les archives et puis de regarder un peu ce que le BRGM, hein, qui est quand même référence en fait dans ce domaine. Et sur Chartres, vous voyez, on a eu quand même, suite à ces fouilles-là, de retrouver quelques données. Au niveau du BRGM, il y avait que dans leur site, hein, Géorisque, on avait trouvé que 3 caves cartographiées sur Chartres. Et en 2020, la direction archéologique m'avait sollicité pour voir en fait comment on pourra mettre ça en base de données. Et donc j'ai fait appel à un stagiaire de master, un géomaticien, qui est arrivé le 16 septembre 2020 et qui est parti en fin septembre, en fait pendant 6 mois. En fait, le 16 mars 2020, c'est la veille du Covid. Il est arrivé et puis le jour même, on nous a demandé d'aller faire du télétravail. Donc c'était en plus très difficile de manager le stagiaire à distance, mais on est arrivé quand même. Pendant 6 mois, on a travaillé sur la conception du modèle de base de données, sur les caves-cavités. On a défini ensemble à distance, avec les services archéologiques et les services urbanisme, comment on doit renseigner la donnée et puis mettre en place les outils qu'il faut. Donc, suite à toutes ces collectes-là, on est arrivé, allez, je repartirai de 2017, hein, 5 ans plus tard, on a pu cartographier 1100 caves. Donc, on a retrouvé dans les archives municipales, archives départementales et aussi dans les archives des archéos. Et les plans aussi que le SIG avait dans ses paquets, quoi, parce qu'on n'avait pas le temps de le cartographier. Donc, cartographiquement, on est arrivé à 1000 caves cartographiées d'une façon ponctuelle. Donc, on sait que dans telle parcelle, il y a la présence des caves et des cavités. Après, on s'est aussi amusé, en fait, à redessiner l'emprise, à géoréférencer le plan et puis redessiner carrément l'emprise. Mais les caves où on arrivait à redessiner, en fait, c'est des caves qu'on a visitées. Donc, de 2017, on avait quand même des archéologues qui étaient très motivés. 2017 à aujourd'hui, sur les 1000 caves, on a visité à peu près 280 caves, en faisant des fiches sur l'état sanitaire des caves et quelques travaux. En fait, je dis quelques travaux, quelques investigations. Donc aujourd'hui, il y a eu 90 caves qui ont été étudiées, avec les études en carbone 14 pour la datation et aussi l'état sanitaire. Donc soit 2 hectares et 553 bâtiments sous-cavés, hein, qu'on a retrouvés sur Chartres. Donc on ne peut pas forcément aborder la question des caves sans pour autant parler, je ne suis pas géologue, hein, ou du sous-sol, mais on a essayé aussi de comprendre un peu le sous-sol de Chartres.
Géologiquement, on voit que on se situe dans une zone de craie. Et l'Eure-et-Loire qui connaît le cours d'eau qui passe à Chartres. Donc, la zone face, il y a toujours cette réflexion autour de la présence de ces caves-cavités, des 1000 caves-cavités qu'on a retrouvées sur Chartres. On se demande comment c'est arrivé là. On a essayé de comprendre. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, que ce n'est pas arrivé là par hasard. Donc ça remonte depuis l'Antiquité, les premières traces. Ce qui est bien, en fait, chez nous, c'est que le chef de projet cave-cavité est un historien. Je l'ai volé du service archéologie. Donc j'ai pris un archéo qui connaît très bien le sous-sol. Il lui manquait juste cette partie géomatique qu'on lui a apportée en plus. Donc là, en fait, quand on a regardé les archives, et donc on s'en est rendu compte, en fait, il y a eu beaucoup d'activités humaines qui se passaient soit sur le domaine privé, mais également sur le domaine public. Et sur le domaine privé, en fait, on s'en est rendu compte qu'il y a eu déjà les gens à l'époque, ils font un puits, ils creusaient. Il y a eu l'extraction aussi du sol au niveau du terrain. Et du coup, les carrières se sont créées. Les carrières se sont créées et puis aujourd'hui, c'est des choses qui ont disparu. Et on les retrouve quand ça s'effondre. Alors, donc là, on arrive, ça c'est la cartographie qu'on a eue, donc j'aurais pu faire une belle carte sous des outils SIG, mais j'ai pris la démarche la plus simple, c'est de le positionner sur une carte QGIS et puis l'afficher là. Mais on a cette cartographie qui existe, qu'on partage également avec nos élus, parce que c'est devenu quand même une question très importante à Chartres. Donc, vu qu'à l'époque, avant la réalisation de ce travail-là, on est parti sur 3 caves cartographiées. Et aujourd'hui, on s'en est rendu compte qu'il y a eu des carrières dans Chartres, dans l'espace public, des caves, et on a eu aussi des effondrements, justement. C'est à la suite de ces effondrements, en fait, que les gens se sont rendus compte, il y a vraiment une problématique, quoi. Et ça tombait bien. Nous, quand les élus sont interrogés, en fait, à la suite de ces effondrements, ça trouvait que les SIG et les autres services ont déjà fait le travail dans leur coin. Et quand on les a présenté la base de données, ça les a plu. Et quand j'ai demandé une personne supplémentaire pour travailler dessus, ça les a plu. Ils m'ont donné une personne supplémentaire. Vous voyez comment on peut créer un besoin. Okay. Donc là, on a voici aussi quelques typologies de caves dans les recherches historiques. Donc là, on est sorti de notre monde de géomaticien. On est allé fouiller les archives. Vous voyez, cette image, elle est très parlante, en fait. Là-haut, là, vous avez la cathédrale de Chartres, c'est bien écrit. Et là, on voit en fait toute cette cave-là qui longe quand même le domaine public et qui va à l'intérieur de ce bâtiment. Dites-vous que ce bâtiment a accueilli des élèves, je ne sais pas, depuis très longtemps, donc tout pouvait arriver. Et là, en fait, cette image-là, en fait, on s'en est rendu compte. C'était des, comment ça s'appelle? C'est des abris qui ont été créés pendant la guerre. Ouais, parce qu'en le regardant tout près, on voit qu'en fait, emplacement numéro, il y a eu abri numéro 4, 350 personnes, abri numéro 2, tel nombre de personnes. Vous voyez, donc c'est très intéressant. En faisant cette fouille-là, on a trouvé des belles archives comme ça. Et ça nous a permis en fait de savoir où est-ce que les Chartrains se sont retrouvés pendant la guerre. Alors, donc aujourd'hui, on essaie de continuer le travail de fouille au niveau de Chartres. Donc là, ça c'est un exemple d'un projet qu'on a justement en face de la cathédrale.
Donc, du coup, pour un peu, en fait, continuer le diagnostic, on avait sollicité notre topographe en interne de faire un scan 3D sous ce document. Et un scan 3D sur cette emprise du projet. Et de là, je vais vous passer cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo, hein, et après, je vais essayer de le commenter, hein, si j'ai... Je ne sais pas. Ah. Si je clique dessus, ça devrait aller tout seul, mais... Ah, ça ne vaut pas. Par contre, c'est une vidéo en fait qui va tourner, qu'on a eu via un scan 3D portable. D'ailleurs, le BRGM est devenu spécialiste sur ça, hein, avec un petit Z-Revo. Ils peuvent rentrer dans les caves et puis scanner toute la cavité, quoi. Et du coup, on a fait ça, on a pris une location en une journée, on est descendu dans les caves et puis on a cartographié déjà, ça c'est d'or. Si l'image marchait, j'allais pouvoir vous montrer les caves au sous-sol qui se trouvent quand même à 2 mètres de la voirie. Donc le jour où ça va s'effondrer, on aura presque une partie de la voirie qui va le suivre. Toujours dans le cadre d'un projet, hein, on a fait aussi une investigation avec le BRGM. Le BRGM nous a accompagnés, hein, tout autour de la cathédrale. Et ils nous ont quand même proposé de faire de la microgravimétrie, c'est l'image à droite. Donc je ne vais pas rentrer dans les définitions géotechniques, hein, mais vous allez chercher. Donc ils ont fait de la microgravimétrie pour chercher des vides au niveau du sous-sol. À partir de la microgravimétrie, ils nous ont proposé en fait de faire des scans 3D. Donc là, dans les images, vous voyez, hein, il y a plein de caves-cavités, hein, en face de la cathédrale. Ça, c'est les fameux abris que je vous avais montrés tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes repérés, hein, par rapport au plan d'archives. Donc on voit qu'on était quand même bien collé à la réalité. Et là aussi, je vous présente un exemple. Là, il y avait un projet immobilier sur Chartres. Et avant ce projet immobilier, le promoteur avait sollicité l'intervention de notre géomètre pour aller faire le scan. Donc vous voyez, ils ont réussi à scanner. Tout ça, c'est des caves, hein, donc qui étaient pas connus. C'est lors du projet en fait qu'ils s'en ont rendu compte avec le scan qu'il y avait toute cette gruyère-là dans le sol. Et puis du coup, aujourd'hui, il fallait le combler, hein, parce que le projet il n'est pas encore sorti. Parce qu'ils ne vont pas construire une maison là-dessus, sinon... Alors, donc je continue toujours donc là, en fait, on voit quand on a continué les fouilles ou les prospections, des fois on reçoit des appels des administrés de Chartres, hein, qui nous disent ouais, venez voir, j'ai une cave chez moi. Et puis de là, on s'en est rendu compte en fait qu'il y a des caves qui ont une vraie valeur financière en fait, parce qu'ils stockent du vin, du bon vin sans doute, hein. Des fois, ils stockent ça peut être juste des lieux de stockage, hein, du mobilier qui est pu utiliser. Il y en a aussi qui peuvent l'utiliser pour du loisir. Il y a des très belles caves sous des belles discothèques à Chartres, hein. Il y en a qui stockent du livre. Après, je ne sais pas, peut-être que chez vous, hein, vous allez rencontrer cette typologie de caves, hein, vu qu'on est dans une zone, il paraît qu'il y a du bon champagne. Vous pouvez avoir cette chance-là. Mais à Chartres, justement, on a retrouvé de très belles caves. Aujourd'hui, on est dans une démarche de réflexion, de savoir comment on peut le mettre en valeur. Alors, là, je reviens, hein, des caves souvent oubliées. Là, c'est deux exemples très significatifs, en fait. La photo de gauche, en fait, c'est dans une maison.
Et là, en fait, sur cette photo, c'est un effondrement qui a eu lieu. En plus, le monsieur, il y a une semaine avant, était avec son petit-fils en train de jouer, en fait, dans le jardin. Et la semaine d'après, effondrement. Vous voyez? Il ne savait pas, en fait, qu'il avait un gros trou sous ses pieds. Et là, en fait, la photo de droite, en fait, c'est le jardin de l'évêché. C'est un beau jardin qui est attaché d'une façon patrimoniale à la cathédrale de Chartres. Et là également, effondrement. Donc, ça fait, oui, depuis 2 ans, on a fermé le jardin. Donc, on a mis en place des outils pour de la surveillance et également des marchés de consolidation. Et ça aussi, c'était une cavité oubliée. Je continue encore dans les exemples, hein, des conséquences visibles sur le domaine public. Là, vous voyez, il y a une belle maison quand même, hein, c'est la maison à gauche, là, tout haut. Et là, en fait, c'est la cave du 2e niveau de la maison. Donc, si on dit 2e niveau, c'est qu'il y a cave du 3e niveau et il y a cave du 1er niveau. Donc, 2e niveau qui commence à partir. Donc, aujourd'hui, 3e niveau est en train d'aspirer le 1er niveau. Donc, à tout moment, la maison pourrait se retrouver à un niveau... Donc, c'est ce qui est arrivé là. Et arrêté de péril, il faut évacuer les gens. Donc, les gens sont partis. Hein. Mais il y a eu des travaux pour essayer de consolider, en fait, hein, le bâtiment. Et on a aussi l'exemple, hein, cave 2e niveau, effondrée, aspiration, la cave du 1er niveau. Parce que c'est le 2e niveau qui tenait le 1er niveau. Donc, si le 2e niveau est parti, le 1er niveau ne peut plus tenir. Hein, ça peut aussi se retrouver. Alors, donc là, je viens vous donner l'exemple comment les fontis peuvent se créer. Donc, on le voit, hein, ça se crée petit à petit. Hein, le fontis, on ne le voit pas venir. Hein. Ça se crée, ça tombe petit à petit, et puis ça crée finalement, et du jour au lendemain, ça s'écrase, et puis on se demande comment c'est arrivé en fait. Et là, il y a des exemples, hein. On le voit comment ça, je fais une petite animation, hein, dans l'image, hein, comment ça se détache après, et puis vous allez voir quelques exemples, hein, des ruptures de piliers. Il y a des piliers, hein, si ce n'est pas entretenu, du jour au lendemain, les piliers qui s'y portaient, ça peut aussi partir. Ça, c'est des exemples concrets, hein, ce n'est pas des photos, c'est des choses qui sont arrivées à Chartres et qui peuvent aussi, je ne sais pas, hein, je ne le souhaite pas, hein, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Pourquoi souvent il y a ces soucis-là? Il y a du mauvais entretien, il y a aussi de l'infiltration, hein, de l'eau. L'eau pluviale, mauvais entretien des soupiraux en fait, parce que ça permet d'aérer. Si le propriétaire il n'entretient pas, il y a l'humidité. Après l'humidité, ça crée il y a la porosité, hein, du mur, hein, et après derrière, ça peut entraîner les ruptures qu'on a vues tout à l'heure. Alors, donc là, peut-être que je vais revenir dans la partie la plus gaie, hein, quand même. La partie la plus gaie, je vais revenir quand même sur l'objectif de ce projet-là. Après vous avoir montré toute cette partie qui n'est pas forcément sympa. Et donc, du coup, nous, on s'est lancé sur ce projet-là. Donc, premier objectif, c'est d'avoir un référent cave-cavité. Donc c'est là, quand ils ont vu le travail cartographique qui a été réalisé, donc je pense qu'ils m'ont trouvé sympa, ils m'ont dit « Ok, on va recruter quelqu'un qui va s'attacher à ton service ». Et donc le SIG aujourd'hui travaille sur une problématique risque qui n'est pas forcément liée au SIG, mais c'est une problématique qui nous a été confiée.
Et deuxième chose à faire, en fait, qu'on a demandé aux référents, c'est la mise en place du PAPRICA. Je vais revenir, c'est le fameux programme d'action risque cave-cavité. Donc après, il faut qu'il continue aussi à alimenter la base de données, continue à consulter les archives, travail de terrain, donc on a souvent des appels des riverains. On a mis en place des outils qui nous permettent d'intervenir chez des gens. Ça, c'est des choses qu'on pourra partager avec vous. On continue également d'alimenter notre SIG Web pour que ça soit visible par tous nos collègues en interne et également par nos élus. Alors, c'est les enjeux, géolocaliser précisément les cavités. Donc, tout à l'heure, je donnais l'exemple, en fait, qu'on est parti du premier volet où on pointait, en fait, l'existence des caves, hein, parce qu'on les connaissait, on les a visités, on les a vus dans Archives, on a créé des informations d'une façon ponctuelle. Mais aujourd'hui, on est passé dans la phase, en fait, où on dessine carrément l'emprise. Et sans doute, soit on géoréférence les plans, ou soit on fait le scan 3D, en fait, hein, et puis qu'on intègre. Et aussi, dans les enjeux, on continue à faire des documents, hein, de communication, tout ce qui est lié au risque, aléas et vulnérabilité. Donc, ça va nous rappeler nos premiers cours de géographie. Donc, on détermine également les caves qui sont dans le domaine public et dans le domaine privé. Parce que la problématique, c'est plutôt aussi ce qui se trouve dans le domaine public. Parce qu'on le voyait tout à l'heure, le pouvoir de police du maire, en fait, il n'y a pas de limite, parce qu'il a la responsabilité de sécuriser les gens dans le domaine privé, mais ce qui l'incombe le plus, c'est ce qui se passe dans le domaine public. Donc, on continue d'intégrer les données et puis d'informer les citoyens avec les outils. Alors, donc, on voit ici, dans les enjeux, il y a beaucoup de choses. Et là, vous allez demander, mais comment on finance tout ça? Pour l'instant, on le finance sur notre propre budget, hein. C'est la ville qui paye. Et quand après, dans les fouilles, on a su qu'en fait, l'État a mis en place un programme d'action de prévention des risques liés aux cavités, le fameux PAPRICA. Donc, PAPRICA, c'est un appel à projet pour favoriser l'émergence des stratégies locales de prévention des risques. Ce PAPRICA, en fait, a deux volets. Je vais y revenir dans les diapos suivants. Le premier volet, c'est la mise en place d'un PAPRICA d'intention, inventaire et diagnostic, en fait. Ce PAPRICA d'intention se passe sur 3 ans. Sur 3 ans, donc avec ces différents axes qui va être présenté plus tard. Donc le financement de ce PAPRICA d'intention, en fait, l'État le prend en charge à hauteur de 40% pour payer l'animateur, par exemple mon chef de projet cave-cavité, à hauteur de 24 000 € par an, 60 000 € sur les 3 ans. Donc là, la voie est ouverte, hein, si vous voulez monter PAPRICA, vu que l'État finance. Et après, vous pouvez aussi trouver des financements au niveau du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Donc ce PAPRICA d'intention a 4 axes. Donc les 4 axes sont là. Il y a l'amélioration de la connaissance de l'aléa, géolocaliser précisément les cavités. Donc ça, c'est le travail qu'on a réalisé sur Chartres, hein, avec le service SIG, les études de terrain, accessibilité, gérer au mieux les informations collectées. Donc c'est toujours dans la cartographie. Présenter les secteurs à risque. Donc là, une fois que c'est cartographié, c'est sûr que vous allez voir tout de suite là où il y a plus de présence de caves, hein, là où ça pourrait tomber à tout moment, et déterminer ce qui relève du domaine public et privé à l'empiètement des cavités. C'est pourquoi là, du coup, on a commencé à dessiner les emprises
Depuis qu'on a commencé mais vraiment à inspecter, à aller visiter les caves, on s'en a rendu compte quand même, il y en a pas mal dans le domaine public, donc qui peut lâcher à tout moment. L'axe 2 du PAPRICA, c'est le mode de surveillance. Dispositif de surveillance, acquisition d'équipements et d'outils. Et l'axe 3, c'est l'information sur les risques, informer les citoyens, mettre en place des outils de communication. Hein. Donc, il faut que les citoyens aussi sachent qu'il y a la présence de cave-cavité hein, chez eux. Informer les services de l'État et les porteurs de projets. Donc, ça, c'est... Nous, vu qu'on a un peu fait les choses un peu à l'envers, hein, on a commencé à cartographier l'axe 1, sans pour autant... Là, ce que je vous présente là, notre document, il n'est pas encore labellisé. Hein. Mais donc tous ces axes-là, on est presque au bout. Notre document, il est fini. Donc je reviens à l'axe 4 qui est en fait d'intégrer les caves-cavités cartographiées dans le document d'urbanisme. Donc là, c'est les 4 axes du PAPRICA d'intention. Mais il n'y a pas que ces 4 axes. Hein. Il faut travailler. Et là, nous, on a beaucoup travaillé. Ce projet-là, on ne l'a pas confié à un bureau. Cet appel à projet, on n'a pas confié à un bureau d'études extérieures. On a tout fait en interne. On a préparé les 10 documents, la présentation du territoire. En fait, on est devenu un bureau d'études dans le service SIG. On a tout préparé, ces documents de 1 à 10. Qui est quand même après un gros document hein, qu'on va bientôt présenter à la DRIAL. Alors après, une fois qu'on termine le PAPRICA d'intention et que notre document soit labellisé, sans doute après on va passer au PAPRICA complet. C'est un programme d'action, et le fameux programme d'action beaucoup plus complet, qui permet en fait de réduire l'aléa ou la vulnérabilité. Donc là, on va arriver vraiment à la phase action, parce que c'est les travaux, c'est les marchés de travaux hein, qui sont quand même coûteux. Il faut combler les caves. Là, en plus, c'est plus le même investissement. Hein. Et là aussi, le PAPRICA complet, c'est sur 6 ans. Sur 6 ans, il faut repartir voir les services de l'État. Et puis, il faut aussi monter un dossier très complet, très détaillé. Et puis de venir devant un jury, je vais vous le présenter après. Et ce jury-là, en fait, il vous labellise. Donc voici les modalités pratiques. Dépôt d'un dossier à la DRIAL. Le dossier est instruit, comme si vous voulez construire une maison, hein, les permis, il faut que ça soit instruit. Il y a un comité de labellisation présidé par le DGPR. Il y a la DRIAL, DDT et un opérateur, sans doute BRGM, Cerema ou Ineris, et un secrétariat au niveau du DGPR qui font partie du comité de labellisation. Ce sont eux qui décident après, en donnant un avis motivé, hein, si votre document est bien. Mais vu tous les dégâts qu'on a eus sur Chartres récemment, on croise les doigts, je pense que notre document, ça peut passer. Ouais. Alors, après, derrière, une fois que c'est bon, qu'on a un bon document, il y a une convention qui est signée avec les services de l'État. La convention, c'est une convention de financement, de cofinancement, parce qu'on voit que, je vais vous donner quelques exemples après. On voit que là, pour l'animation, l'État prend 24 000 €, donc sur 3 ans, pour un PAPRICA d'intention, c'est 60 000. Donc là, on le voit, et cette somme est déjà prévue hein, dans le budget opérationnel programme 181. Donc je suis allé voir hein, pour voir si ça existe vraiment, oui. Il y a cette ligne qui est bien inscrite dans ce programme BOP. Après, il y a aussi le fonds de prévention des risques, je l'avais dit tout à l'heure, qui finance aussi à hauteur de 50%. On peut aussi trouver quelques sources de financement, hein, les conseils régionaux et départementaux, et le fonds FEDER également. Du coup, je vais vous montrer comment on a essayé de construire
notre finance. Hein. Non, mais les chiffres, ça reste un peu... C'est des exemples. Hein. Il ne faut pas forcément se concentrer sur les chiffres en rouge. Il faut plutôt se concentrer sur les observations et les natures. Dans la partie nature, en fait, ça, c'est des choses qu'on n'a pas... La réflexion ne vient pas de nous, hein, parce que tout est prévu dans le fameux document que vous voyez à droite. Il y a un cahier des charges que l'État a mis en place, en fait, que vous pouvez retrouver en mettant Paprika sur Google. Vous allez arriver sur le CCTP de Paprika. Et là, en fait, dans le financement, il y a eu quelques postes qui ont été indiqués. Donc, le seul élément, je crois, qu'on a ajouté, à part, c'est l'analyse carbone 14. Mais ça peut rentrer dans les études, dans le financement de la partie études. Après, il y a l'étude de reconnaissance des caves-cavités. L'État le finance à 100%, si votre Paprika est labellisé. Les sondages géotechniques, ça coûte très, très cher. Donc là, l'État le finance à 50%. Là, c'est quelques indications, hein, les chiffres. Hein. Donc, si je donne 10 000, l'État me donne 5 000. Il y a l'intervention aussi des spéléologues. Donc, quand vous faites appel, hein, parce que nous, il y a des caves-cavités, on ne va jamais s'aventurer à y descendre. Parce que des fois, c'est moins 20 au sous-sol. Hein. On en a à Chartres. Donc, du coup, là, on fait appel à des spéléologues. Il y a des actions de formation des élus, des techniciens, des professionnels, accompagnement. Et là, l'État également le finance à 50%, si votre Paprika est labellisé. La communication également. L'AMO pour montage de ce projet. Donc, c'est les fameux 10 documents qu'il faut préparer. Donc, ça, on l'a fait en interne. On aurait dû prendre un bureau d'études, hein, mais... Finalement, on l'a fait en interne. Donc, je ne sais pas si l'État va nous le financer, hein, mais on l'a fait. Et là, l'État le finance à 50%. Après, il y a des études de prise en compte dans les documents d'urbanisme. Il y a un financement également de l'État, une fois que le Paprika est labellisé, à 50%. Ça va? OK. Je reviens quand même. Dans ce projet, il y a des acteurs, même si je les ai cités tout à l'heure, hein, les acteurs qui labellisent, et puis les acteurs comme les élus, hein, qui décident, et puis aussi le technique qui est là pour réfléchir sur tout ça, et qui accompagne aussi les élus dans la prise de décision. Donc, sur Chartres, on a mis le COPIL, on a mis un COPIL élargi, COPIL restreint, maire-président, avec les élus, son premier cercle, et puis nos DGA. Et nous, souvent, on donne l'info au DGA qui va le présenter au président. Après, on a mis un COPIL élargi, où il faut quand même les techniciens, qu'on soit quand même présents pour expliquer les choses, pour aussi répondre aux questions techniques. Et dans ce COPIL-là, en fait, élargi, on a associé les services de l'État, la préfecture, la DRIA, le BRGM. Et peut-être c'est une façon de leur pousser à labelliser notre document, parce qu'ils sont associés dès le départ. Après, il y a le COTEC. On a aussi COTEC restreint. COTEC restreint, parce que ce projet-là, on ne l'a pas mené aussi dans notre coin tout seul. On a associé les services internes, parce qu'il faut... qui est tout le monde, les gestionnaires du domaine public, le SIG, les archéos, en fait, la direction de l'archéologie, la direction de l'eau, parce que souvent, on pense que le problème vient de l'eau. Hein. Il ne faut pas le cacher, hein, parce que même les gens, quand ça tombe, ils pensent tout de suite que c'est un réseau défectueux qui est à l'origine du problème. Donc, on a essayé d'associer tout le monde, comme ça, on mène tous ensemble la réflexion. Et puis que derrière, s'il y a un problème, tout le monde est au courant. Dans le COTEC élargi, on a associé également le BRGM, CEREMA, tout ça, donc ils font partie de la table de réflexion, il ne faut pas les oublier. Après, il y a eu quelques idées en fait de mettre en place des conventions au cas où il y a des dégâts, des conventions d'études. Donc, on a tenté le coup, mais
c'est quelque chose qui n'a pas abouti pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc on l'a tenté, faire des conventions avec Bergem ou Cerema ou les deux pour qu'ils puissent nous accompagner dans cette réflexion. Alors, donc aujourd'hui, nous on a un document qui est presque fini. Donc ça a été déjà validé par les élus, donc il faut déposer le document. Mais ce qu'on fait d'abord, c'est le paprika d'intention. Vous voyez qu'il y avait deux volets. Paprika d'intention qui est plus simple, en fait pas plus simple, hein, qui est la première étape, et le paprika complet qui est la seconde étape. Mais pour l'instant, on va déposer un paprika d'intention. Donc si tout va bien, on va contractualiser avec les services de l'État pour valider notre document. Une fois que c'est bon, on mettra en place les 4 axes qu'on a vus tout à l'heure, même si on est un peu en avance. Hein. Nous, on a fait quand même pas mal de choses hein, dans les 4 axes que j'avais rémunérés tout à l'heure. Mais rien n'empêche, on ira demander les factures hein, avec le service de l'État. Donc là, en fait, j'ai essayé, parce que peut-être que la question, hein, j'ai anticipé votre question, parce que sans doute vous allez me demander comment on fait en cas d'effondrement. On a des documents, et puis sur ce sujet-là, il y a quand même pas mal de choses en place. Au niveau de la ville de Chartres, on a un document d'information sur les risques. Et donc après, on a essayé d'adapter ce document-là, hein, qu'on a retrouvé aussi des modèles sur les sites risque.gouv, sur les sites risques majeurs en fait, risque majeur sur les mouvements de terrain, et également sur le site du Bergem. Donc là, c'est des exemples typiques. Hein. Donc on a essayé d'adopter cette démarche-là au niveau de Chartres. En cas d'effondrement, les gens ils peuvent tout de suite s'orienter. Ça, c'est un des outils. Et autre chose qu'on a mis en place, on a fait des formations en interne. Donc le SIG a acheté un détecteur de gaz et auto-sauveteur. Parce que détecteur de gaz, avant d'aller dans les caves, on vérifie d'abord. Donc on s'est équipé de ça. Et on a été formé. Et on a aussi acquis un masque autosauveteur, hein, 2 masques. Parce que s'il y en a l'un qui reste, il faut que l'autre aille le chercher. Donc on a les 2. Ouais. Et du coup, on a mobilisé au sein de la collectivité, hein, c'est nous qui avons piloté le projet, 2 demi-journées, on a formé 16 personnes au sein de la collectivité. Donc, que ce ne soit pas nous tous seuls qui prendrons les risques, hein, les collègues, il faut y aller aussi. Et du coup, ils ont été formés. Quand on n'est pas là et qu'il arrive un souci, ils peuvent aussi prendre le risque d'aller voir. Mais il y a les masques, hein, les masques sont là et ils peuvent s'entraider. Donc toujours, on continue dans cet objectif. Hein. Donc repérer les risques spécifiques, maîtriser. En fait, c'est, comme on dit, hein, la finalité hein, de ce projet. Hein. On sait que c'est dans la maîtrise des risques. Et puis, on a été aussi formé au premier secours. Vous voyez, on sort toujours de notre confort. En fait, ce n'est pas un confort, hein, la vie du géomaticien. On est allé se former aussi au premier secours. Parce qu'aujourd'hui, on a pris le risque de sortir de la géomatique pour s'occuper des caves. Il faut se former. Donc, on est allé se former. Alors, et on a mis en place des fiches procédures. Comment on doit intervenir dans les heures ouvrées ou dans les heures d'astreinte, des fiches procédures en cas de découverte d'une cave chez un particulier, dans les heures ouvrées et également dans les heures d'astreinte. Et ces fiches procédures sont partagées donc, par
nos collègues, les responsables d'astreinte. Et puis, quand il arrive des dégâts, ils sauront où trouver les informations. On ne sera pas les seuls responsables là. Ils sont là pour aussi s'occuper de tout ça. Et là, j'arrive à la fin. Si vous avez des questions. Ouais.